le clignement il est complet, il permet de bien étaler le film lacrymal ou pas, est-ce qu'il n'y a pas de lagophtalmie lors du clignement, est-ce qu'il n'y a pas de blépharospasme. Il faut également regarder bien vos paupières, rechercher une blépharite, un chalazion, un orgelet, rechercher également une télangiectasie dans le cadre, comme je vous ai dit, de rosacée, et bien sûr, actuellement, donc, vous êtes capable de bien examiner vos glandes de mébomus. On est capable de déterminer leur volume, la qualité des sécrétions donc, des glandes de mébomus, leur aspect clair, nuageux, granulaire, solide, l'expressibilité donc des glandes et le degré de perte de glandes de mébomus qu'on voyait ici, donc une zone d'atrophie de glandes de mébomus. Et vous allez avoir bien évidemment besoin d'une classification pour avoir une idée sur la sévérité de vos lésions. Donc, vous allez avoir avec le cours une classification détaillée du dysfonctionnement mébomien et des blépharites. Donc, concernant le limbe et la cornée, il faut chercher la néovascularisation et rechercher un limbe allergique. Au niveau de la cornée, vous cherchez les cicatrices, la néovascularisation, l'existence de signes infectieux et de kératite filamenteuse qui est un signe de sécheresse sévère, puisque si vous avez une évaporation majeure de votre film donc lacrymal qui est formé donc 90% donc, de liquide, donc d'eau, vous allez avoir les sécrétions muqueuses qui vont former ces petits filaments à la surface de la cornée par les mouvements donc palpébraux et le cisaillement de la conjonctive. Alors, deuxième élément, donc après cette inspection, après cet examen des différentes structures de la surface oculaire, on va passer au test à la fluorescéine, qui va dire beaucoup de choses. Le test à la fluorescéine va chercher une KPS. Une KPS, c'est un signe de souffrance de cellules épithéliales. Et il est très important de classer cette sévérité en fonction de plusieurs types. Il y a plusieurs types de classification. La plus connue, c'est la classification d'Oxford qui permet de classer ces KPS aussi bien donc au niveau de la cornée que de la conjonctive. Et plus ça avance, plus vous avez un syndrome sec sévère et vous avez une souffrance cellulaire. Deuxième élément à chercher avec le test à la fluorescéine, c'est le break-up time. Donc le break-up time, on est plutôt dans la qualité du film lacrymal. Donc des éléments qui vont nous renseigner sur la tension superficielle, la viscosité, la stabilité sur la surface cornéo-conjonctivale. Donc vous allez mettre une petite goutte donc, de fluorescéine, vous allez demander au patient de cligner pour étaler la goutte de fluorescéine, puis il va ouvrir les yeux et vous allez donc compter le temps nécessaire pour l'apparition donc cette dissolution de ce film lacrymal et ce qu'on appelle le break-up. Donc nous allons mesurer le break-up time qui doit être supérieur à 10, donc normalement chez le sujet donc normal que vous voyez sur ce diagramme, donc ça dépasse généralement les 20 secondes, mais on accepte les 10 secondes. À moins de 10 secondes, on a un syndrome sec, et puis plus c'est court, plus c'est sévère, et parfois vous avez des break-up time qui sont immédiats. Donc voilà donc la classification d'Oxford. Je vous mets une autre classification qui est la classification de von Bisterfield. Ce score de von Bisterfield, il va apporter d'autres éléments en fait de classification. Vous voyez que dans le score d'Oxford, vous avez aussi bien la KPS au niveau de la cornée qu'au niveau de la conjonctive. Et ça va apparaître essentiellement avec le test à la fluorescéine. Ce qui est apporté par le score de von Bisterfield, surtout si on l'utilise avec le verre de l'hysamine, c'est surtout la teinte conjonctivale associée. Et pour le score de von Bisterfield, donc, on va couper ou séparer donc l'œil en trois parties. Vous avez la cornée et vous avez d'une part et d'autre la conjonctive. Et au niveau de la conjonctive, on peut même donc couper ces différents secteurs en trois de façon à classer au maximum et cornéenne. Donc, retenez le score d'Oxford essentiellement pour les KPS cornéennes lorsqu'on utilise donc la fluorescéine et retenez le score de von Bisterfield lorsqu'on utilise donc le verre de l'hysamine qui va colorer aussi bien la cornée un peu, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur la conjonctive,
il faut passer au test vert de l'hysamine. Donc, ça colore, c'est un colorant vital. Il colore les cellules mortes et ou en cours de desquamation. C'est les cellules épithéliales, mais surtout les cellules conjonctivales. Comme vous voyez ici, donc c'est un patient qui a un syndrome sec sévère. Vraiment, donc le staining au niveau de la cornée, il est minime, mais vous voyez que c'est très très étendu au niveau de la conjonctive. Pour le rose bengal, donc c'est un colorant également vital qui a été utilisé avant. Actuellement, il n'est pas utilisable parce qu'il est toxique et il fait mal. Donc, les patients deviennent algiques. Donc, nous avons vu les colorants, donc essentiellement le test à la fluorescéine, les deux systèmes de classification avec le score d'Oxford et le score de von Bisterfield, qui est plus intéressant si on veut chercher donc les altérations de la conjonctive, et dans ce cas-là, on va utiliser le vert de l'hysamine. Maintenant, on va regarder la conjonctive, et ce qu'on va chercher, c'est surtout l'hyperémie conjonctivale et limbique. C'est témoin de l'inflammation. Il faut chercher les autres types de conjonctivite que vous avez vus avec Dr Boukeri, puisque toutes ces conjonctivites vont donner un syndrome sec. Les cicatrices conjonctivales, analyser la sensibilité cornéenne. Généralement, comme on vous l'a dit, Dr Bouledi, c'est une analyse plutôt subjective avec un coton qui peut donner également des informations. Et il existe également des esthésiomètres qui permettent donc de mieux analyser ça d'une façon plus objective. Donc, au niveau de la conjonctive, il y a l'élément très intéressant qui est le pli de la conjonctive ou le Lipkoff. Retenez que lorsque vous avez un pli conjonctival, c'est toujours un syndrome C qui est assez avancé, qui est sévère. Donc, c'est quoi le Lipkoff? Ce sont les plis conjonctivaux que vous voyez ici. Ce sont des plis horizontaux qu'on voit mieux au niveau donc, du canthus externe donc, de l'œil et qui seront encore mieux visibles lorsqu'on va les colorer donc, avec la fluorescéine. Et c'est dû en fait aux forces de cisaillement de la conjonctive qui est sèche, parce qu'il n'y a pas de larmes. Donc, avec les mouvements donc, de la paupière, la conjonctive elle va cisailler, ça va donner donc ce frottement va donner ces plis de la conjonctive. Concernant l'évaluation du film lacrymal, la rivière lacrymale inférieure et supérieure, donc inférieure, elle est donc si c'est inférieur à 0,3 mm, c'est pathologique. Et le fameux test de Schirmer. Donc, vous avez vos bandelettes. Donc, le test de Schirmer, il existe en 3 versions. Le Schirmer 1 sans anesthésie locale. Généralement, on mesure la sécrétion lacrymale totale, basale et réflexe. Et vous avez une hyposécrétion lacrymale lorsque c'est inférieur à 10 mm en 5 minutes. Et si vous avez donc une diminution inférieure à 5 mm, vous êtes dans le syndrome sec sévère. Je répète que c'est des mesures pour le test de Schirmer 1, c'est-à-dire utilisé sans anesthésie locale. Si vous faites un Schirmer 2, donc là, vous allez faire une anesthésie locale. Donc, vous allez, si vous voulez annuler la sécrétion basale, et vous allez stimuler cette sécrétion réflexe. Et vous allez, donc, si vous allez noter une mesure inférieure à 15 mm en 5 minutes, vous avez une hyposécrétion lacrymale. Et puis, donc, vous allez, on peut pratiquer le test de Jones, mais comme je vous ai dit, le plus utilisé, c'est le test de Schirmer 1 sans anesthésie locale. On vient aux examens complémentaires. Donc, déjà là, avec l'examen clinique, vous avez fait votre diagnostic. Vous avez votre diagnostic de sévérité, vous êtes orienté par votre interrogatoire vers une étiologie donc donnée, et vous avez également le retentissement de votre syndrome sec sur la qualité de vie de vos patients. Donc, pour les examens complémentaires, il y en a beaucoup. Je vous ai parlé de l'osmolarité lacrymale. Donc, ailleurs, la mesure de l'osmolarité lacrymale se fait systématiquement dans l'évaluation du syndrome sec oculaire. Malheureusement, ça demande quand même un petit matériel qui n'est pas disponible, je suppose, dans nos consultations. Mais sachez que l'osmolarité normale, elle est de l'ordre de 302 milliosmoles par litre. Et si vous avez un syndrome sec, vous allez avoir une augmentation de l'osmolarité
et cette dernière va dépasser les 312 milliosmoles par litre. La mémographie, donc, Dr Benachou, vous avez parlé donc, en long et en large de cet examen complémentaire. Donc, méthode non invasive, in vivo, qui visualise directement le nombre et la morphologie des glandes de mébomus, et ça illustre, comme vous avez vu, le déficit en glandes de mébomus. L'interférométrie, donc toujours, c'est les sécrétions donc, lipidiques, et ici, donc, vous allez trouver avec le cours ce tableau qui va vous illustrer les différents aspects que vous allez voir en interférométrie et les épaisseurs donc, associées de la phase lipidique. L'OCT du segment antérieur permet également de calculer donc plus objectivement le ménisque du film lacrymal. Et il y a certains examens complémentaires qui sont à visée donc, étiologique, comme le dosage des anticorps plasmatiques. On peut les demander, donc nous, ophtalmologistes, si on est plutôt donc orienté vers certaines pathologies, certaines maladies de système, comme la maladie de Gougerot-Jogren. Et finalement, donc, je termine par l'empreinte conjonctivale dont vous a parlé Dr Benachou. D'une façon générale, retenez cette stadification du syndrome sec. C'est la classification du JUICE 2007 qu'on a modifiée donc, au service et dans laquelle nous avons éliminé les éléments concernant les signes fonctionnels puisqu'il a été démontré actuellement, c'est admis, qu'il n'y a pas une corrélation définitive ou une corrélation donc à tous les cas entre les signes fonctionnels et les signes donc cliniques. Et cette classification classe en fait le syndrome sec en 3 stades, minime, modéré, sévère. Les paramètres qui sont donc classés ou qui classent en fait ce syndrome sec sont des paramètres qui sont faciles donc à élaborer, rapides à retrouver par votre examen clinique, qui sont la blépharite, le dysfonctionnement mébomien, l'hyperémie conjonctivale et le Lipkoff, la coloration au vert de l'hysamine, les néovaisseaux cornéens, l'état donc de la cornée en Oxford et le break-up time que nous avons vu tout à l'heure. Donc, pour conclure, toute pathologie déséquilibrant la balance inflammatoire, donc que ce soit dans une atteinte ophtalmologique ou dans une atteinte générale, donne un syndrome sec. Il est très important donc de procéder par étapes, examen donc clinique comportant l'interrogatoire et l'examen physique, classer donc les anomalies que vous avez et remarque également pour insister sur ce que vous a dit Dr Benachou sur le rôle incontestable, le rôle très important du dysfonctionnement des glandes de mébomus et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc, je pense que j'ai procédé avec la façon la plus simple. Bravo, docteur Lajmi, pour le cours qui est vraiment des messages, contient des messages clairs et concis. Donc, si vous voulez, on passe, s'il n'y a pas de questions, on passe à la présentation donc, sur la prise en charge de la sécheresse oculaire. Oui, docteur Benachou. Dans les messages. Donc, il n'y a rien dans le chat, donc on passe. Ah, d'accord. الو Oui, docteur Boukeli. بونجور اهلا بكم Ça va? سامحوني تو رجعت البيرو يا شو عملتوا ما عملتوش وين خلطتوا احنا on a énoncé la couleur d'emblée قلنا دكتور بوكيري مش باش يقري لي برولور على خاطر دكتور بوليدي عنده امبيشمون ماجور. داكور tu as changé de لا جيت نطلع عليكم هكا يعني مع جو سيبوز ما يحبوش يقراو لا جيستيون دي كومبليكاسيون قبل ما يقراو les brûlures oculaires en elles-mêmes. C'est clair. C'est pas logique. Bah oui. De toutes les façons, le courrier,
وان شاء الله تنقريوه مش مشكله. باهي من إن ربي شاء الله. يعينكم بون كوراج. يظهر سي لي دكتور بن سينيال عاشور دكتور كي بوكيلي على خاطر حتى لي كانديدا الكل حاضرين معانا، يظهر لي من السكيت نتاعهم يظهر لي تعبين شويه، مأثر فيهم الصيام. صايمين اختي، صايمين دونك يظهر لي سي ميو اول ناقصنا عام ديجا 3 كيما اول عام بريزونطاسيون صعيبه ومن بعد اول يستانس. نهار الناس باهي الكل. مش كاين انتوما. اوكي دكتور باهي نجمي ما ربي يعينك. مازلت يعيشك، ميرسي بوكو. مازلت البريزونطاسيون تاعك دكتور نجمي؟ Est-ce que tu peux arrêter le partage? Oui, docteur Lajmi. Mais ici, vous voyez mon écran, Mahouche en double écran. Hein? Ça va? Oui, docteur Ben Achour. Mahouche C'est en bon. double écran. Ben, très bien. La prise en charge de la stress oculaire. Très bien. Donc, sans introduction, on va parler des traitements des causes d'évaporation de l'air, les traitements, qu'ils soient des traitements de la pathologie, traitements étiologiques ou traitements des thérapeutiques symptomatiques, et le traitement de l'hyposécrétion. Franchement, je ne vais pas détailler ce volet parce que ça va de soi, on va parler des agents moyens ou autres. Et pour le traitement étiologique des causes d'hyposécrétion, c'est essentiellement des pathologies d'ordre général comme le Gauge-Rojogren. Donc, on va traiter essentiellement la pathologie et même les traitements de la pathologie, ce sont des traitements symptomatiques, les traitements immunosuppresseurs ou par des anti-inflammatoires stéroïdiens. Et sur le plan oculaire, local, on va traiter par des substituts lacrymaux avec, on peut donner, dans ces cas particuliers et dans les syndromes secs d'origine auto-immune, on peut donner des corticoïdes et on peut passer à d'autres thérapeutiques pour les complications telles que dans les complications telles que les lentilles thérapeutiques ou lentisclérales, telles que les membranes amniotiques. Dans les cas extrêmes, Gauge-Rojogren, on peut même faire des greffes de cornée et ce sont des pathologies qui sont assez difficiles à gérer. Pour les causes d'évaporation, un mot pour l'hyposécrétion d'origine non auto-immune, non générale, mais l'origine est au niveau de la glande lacrymale, donc atrophie, hypoplasie ou autre. Donc ici, le traitement substitutif est bien sûr en fonction du stade et des complications de la pathologie. Donc je vais insister surtout des thérapeutiques des causes d'évaporation ou du syndrome sec évaporatif. Donc surtout, on a parlé des dysfonctionnements des glandes de Möbius et la prise en charge des glandes de ce dysfonctionnement varie considérablement selon les habitudes des praticiens de par le monde. Cependant, les principes généraux sont admis, sont l'hygiène palpébrale, chauffage et expression, on va détailler tout ça, les agents lubrifiants, les antibiotiques, anti-inflammatoires, que ce soit par voie locale et même par voie générale, les variations entre les praticiens, surtout dans les modalités d'application et les stratégies thérapeutiques. Donc, tout le monde connaît les principes généraux. C'est ça le traitement des syndromes secs évaporatifs. Mais les variations, ce sont surtout dans les modalités d'application, les durées, les indications. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour ce patient et pas pour l'autre? Donc, ce sont les stratégies thérapeutiques. Donc, voilà les différentes modalités de prise en charge. Il y a des substituts lacrymo-lubrifiants, des substituts lipidiques topiques, une hygiène palpébrale comprenant le chauffage et l'expression du mébon, une rééducation du clignement, et c'est très important, on va voir ça, la lumière intense pulsée, la protection nocturne, les antibiotiques topiques, les dérivés poros de la tétracycline, les corticoïdes topiques, les inhibiteurs de la calcinorine topique, les immunomodulateurs, les hormones sexuelles, l'acide gras essentiel, les lentilles de contact, essentiellement la lentille sclérale, mais aussi les lentilles thérapeutiques,
le traitement du Demodex et on peut traiter les complications par la chirurgie. Alors, on commence par les lacrymaux, les substituts lacrymaux lubrifiants. Donc, l'implication de ces mécanismes retenus n'est pas fondée sur des preuves, mais elle est plutôt spéculative. Donc, la toxicité des conservateurs, des produits sans conservateurs sont à éviter, le chlorure de benzalkonium et de diminuer le nombre d'instillations. C'est-à-dire, si on a des produits, des substituts lacrymaux avec leur conservateur, on va aggraver la situation. Donc, on va éviter ce type de conservateur. Et si on n'a pas le choix, on n'a pas la forme unidose, on peut diminuer le nombre d'instillations des larmes artificielles avec conservateur. Donc, mais maintenant, on n'a pas vraiment de difficultés. On a plein de larmes artificielles et de substituts lacrymaux lubrifiants en unidose. Donc, ce sont des produits largement utilisés par les praticiens. Les mécanismes d'action sont l'augmentation du volume des larmes, la diminution de l'osmolarité, où on parle de dilution, l'augmentation de l'étalement de la couche lipidique du film lacrymal, l'élimination des toxines et des débris, et la dilution des cytokines pro-inflammatoires. J'ai parlé de la toxicité des conservateurs, mais ce sont des produits supérieurs à des produits qui ont une supériorité puisqu'ils sont, ici je parle des produits à haute viscosité, sont supérieurs aux substituts lacrymaux sans haute viscosité. Donc, les substituts lacrymaux qui comprennent un composant lipidique, on a les sprays au liposome et la pommade oculaire conventionnelle ou le gel oculaire conventionnel. Ça permet d'améliorer des signes cliniques des dysfonctionnements des glandes Möbius. Les mécanismes, ce sont par l'augmentation de la stabilité du film lacrymal, donc diminution et de la diminution de l'évaporation. Ce sont des produits efficace, mais l'efficacité n'est pas totalement prouvée par les études. Donc, on passe à l'hygiène palpébrale, c'est-à-dire le chauffage et l'expression du mébum. Donc, c'est la base du traitement, largement utilisé, l'efficacité est prouvée, mais il y a un manque de standardisation de la durée et de la technique, et même des moyens qu'on utilise pour faire cette hygiène palpébrale. Les problèmes qu'on rencontre sont la mauvaise application et surtout le manque d'adhérence ou d'observance. Ça nécessite des contrôles réguliers afin de vérifier la coopération du patient et on doit insister sur cette modalité thérapeutique. Le principe est de chauffer le baume afin d'augmenter la température et atteindre une température de liquéfaction. Donc, on passe de la température du beurre à la température d'huile. Donc, on doit expliquer de cette façon à nos patients, puisque généralement, lorsque le patient a un syndrome sec qualitatif, dû à un dysfonctionnement des glandes de Möbius ou à un problème d'évaporation d'hyper-évaporation des larmes, généralement, ce sont des patients qui ont un larmoiement. Et s'ils consultent pour larmoiement et pour d'autres signes fonctionnels, et on leur explique qu'ils ont un syndrome sec ou une sécheresse oculaire, généralement, les patients ne sont pas convaincus. Donc, ils n'adhèrent pas au traitement. Donc, le fait d'informer les patients, de bien expliquer la physiopathologie, on peut leur expliquer comment ça se passe, comment ils ont un larmoiement qui est paradoxal. Donc, ils ont des larmes de mauvaise qualité ou des larmes qui ne contiennent pas une couche efficace de lipides qui permet de protéger le film lacrymal et donc de la surface oculaire. Donc, on doit toujours expliquer ça aux patients pour qu'ils adhèrent au traitement. Donc voilà, on revient à notre double cercle vicieux de Dr Baudouin. Et ici, on voit chaque médicament a un niveau d'action sur ce cercle.
on a l'hygiène palpébrale qui intervient pratiquement dans tous les niveaux. Et aussi, on va voir les autres thérapeutiques qui sont les lipides, les agents mouillants, les stéroïdes, la cyclosporine, la tétracycline et les antibiotiques. Mais l'hygiène palpébrale, elle est une modalité thérapeutique très importante afin de pouvoir traiter et donner des substituts lacrymaux si on n'a pas une bonne hygiène palpébrale, si les glandes de Mobius sont obstruées, si on n'a pas traité ce dysfonctionnement mobien, on n'arrivera pas à gérer le problème. Donc, pour l'hygiène palpébrale, on a le chauffage, que ce soit par le linge ou par le masque oculaire en silicone, ou même par des dispositifs encore plus sophistiqués, et afin de permettre l'expression du mébum. Donc, il y a aussi le lipiflou qui est composé de 2 parties, une lentille sclérale qui permet le réchauffement de la face interne des paupières. Donc, la différence par rapport aux autres moyens, ici, ça permet de réchauffer la face interne des paupières. Donc, des 2 côtés, des glandes et surtout au niveau de la zone la plus proche des glandes de Mobius. Donc, la chaleur transmise par les compresses chaudes appliquées à la face externe palpébrale doit parcourir plusieurs couches, donc la peau, les muscles, la tarse, avant d'atteindre les glandes de Mobius, d'où l'intérêt d'appliquer une source de chaleur interne directement en contact avec les conduits glandulaires. Donc ici, la lentille sclérale qui passant en pont par-dessus la cornée, la partie concave prévient le réchauffement de la surface oculaire et la partie convexe de la lentille sclérale chauffe la conjonctive palpébrale. Généralement, c'est aux alentours de 42,5 degrés Celsius. Et cette température permet de liquéfier le contenu des glandes de Mobius sans risquer des dommages thermiques. On peut procéder la procédure jusqu'à 12 minutes. Donc, la deuxième partie, c'est le ballonnet d'air gonflable, qui est un dispositif de compression automatique au contact avec la face externe palpébrale, assurant le massage avec l'expression du contenu glandulaire. Donc, les avantages de ce dispositif sont, bien sûr, le globe oculaire est isolé de la chaleur pendant le traitement. Le massage n'est exercé que sur les paupières, donc le tonus oculaire reste stable. L'association du réchauffement avec l'expression en un seul temps, bien sûr, sur cet appareil, on va réchauffer et essayer de dégager le mébum qui est devenu plus fluide. Et donc, moindre douleur, ce qui permettra de garantir la compliance de nos patients. Une autre modalité thérapeutique, la lumière intense pulsée. Donc, cette technologie repose sur un générateur de lumière pulsée polychromatique qui produit des séquences d'impulsions lumineuses calibrées et homogènes. Donc, les glandes de Mobius sont ainsi stimulées par voie neurogène, stimulation de la branche 5,2 du nerf trijumeau. C'est une technique complètement indolore qui dure 15 minutes par séance et pour que le résultat soit optimal au niveau du dysfonctionnement mobilien, il est nécessaire de faire 4 séances de lumière pulsée pour avoir un résultat clinique durable. On passe aux thérapeutiques accessibles pour nous, qui sont les antibiotiques topiques. Le rôle est incertain. Le rôle incertain des bactéries dans la pathogénie des DGM, avec effet direct par production des toxines, on a parlé des lipases qui vont faire une perturbation de l'homéostasie du film lacrymal, qui vont faire une pro-inflammation. Le rôle indirect par perturbation de l'homéostasie du film lacrymal, les métalloprotéinases et les cytokines. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme antibiotiques? Le Bactrim, l'acide fusidique, les fluoroquinolones et les macrolides
que ce soit par voie topique ou par voie générale. Donc, on sait tous que les macrolides, en dehors de leur effet antibiotique, ont un effet anti-inflammatoire immunomodulateur. Donc, pour les dérivés péros de la tétracycline, plusieurs mécanismes d'action. Donc, c'est un antibiotique, il inhibe des lipases, l'effet anti-inflammatoire, antioxydatif et anti-apoptotique. Il y a une amélioration des signes cliniques et des marqueurs biologiques, surtout dans le dysfonctionnement de glandes de Mobius. Le problème, c'est la phototoxicité qui est liée aux dérivés de la tétracycline administrés par voie systémique. Et aussi, il y a les effets anticoagulants des acides gras essentiels qui sont à prendre en considération. Donc, les produits, on a la tétracycline, 254 fois, on peut atteindre jusqu'à 4 fois par jour. La doxy, c'est la pratique, généralement en pratique, on utilise la doxy 100 mg 2 fois par jour. La faible dose de 20 à 40 mg est préférée avec un effet anti-inflammatoire. Et l'aminocycline, 50 mg fois 2 par jour. Le traitement va durer entre 3 à 4 semaines, puis dégression selon la réponse clinique. On peut passer à un comprimé par jour, donc 1 mois de traitement en pleine dose et on peut passer à 1 mois par traitement de 1 comprimé par jour. Bien sûr, de préférence, lorsqu'on a par exemple le printemps, on n'utilise pas ce traitement puisqu'il s'agit on est dans un pays ensoleillé. Les corticoïdes topiques, le rôle est controversé dans le traitement de DGM. Donc, il faut tenir compte qu'on a une composante inflammatoire. L'utilisation limitée aux poussées aiguës de DGM peuvent être défendues. Le problème d'une corticothérapie au long cours, bien évidemment, on n'oublie pas l'hypertonie oculaire. Et on doit surtout surveiller la PIO. Et donc, de préférence, on ne donne pas ce traitement au long cours. Les inhibiteurs de la calcinurine topique, la cyclosporine A, il y a un regain d'intérêt surtout pour éviter les effets secondaires des corticoïdes. Si on a un patient traité par corticoïdes et qui développe une hypertonie, on peut passer à la cyclosporine ou en cas de corticodépendance. L'effet en cas de DGM se fera par l'hypersécrétion lacrymale avec un effet anti-inflammatoire et ça améliore les signes de DGM. Les hormones sexuelles, la relation établie entre les androgènes et la suppression du gène de la kératinisation, la promotion du gène de la lipogénèse dans les glandes de Montbubien chez la souris, les DGM peuvent être associés aux anomalies des récepteurs aux androgènes, donc on peut proposer un traitement anti-androgénique. Les acides gras essentiels, donc l'oméga 3 dans des gélules, 2 capsules par jour pendant 12 semaines, un complément alimentaire contenant l'oméga 3 et riche en EPA et DHA. Regain d'intérêt, c'est toujours possible de donner ces compléments alimentaires. L'action est anti-inflammatoire via la voie des prostaglandines avec amélioration des signes cliniques de l'œil sec après prise des oméga 3. Pour les lentilles, on peut prescrire des lentilles thérapeutiques, mais surtout des lentilles sclérales. Je n'ai pas détaillé ce moyen thérapeutique puisqu'il fera l'objet d'un cours à part. Donc, les lentilles sclérales vont permettre de protéger et de maintenir la cornée humide en permanence et ils voient une vive renaissance par leurs matériaux perméables à l'oxygène. On peut les prescrire en première intention dans des pathologies de surface et on peut prescrire que ce soit des grandes sclérales ou des mini sclérales et surtout dans les pathologies, les syndromes secs sévères en rapport avec un gouge rouge de crâne ou d'autres pathologies inflammatoires sévères de la conjonctive telles que le syndrome de Stevens-Johnson ou le syndrome de Weill. Les lunettes fermées, ce sont des lunettes à cellules humides qui permettent de réduire l'évaporation lacrymale.
On peut proposer la chirurgie qui est réservée aux complications du dysfonctionnement meiboumien, les chalazions, trichiasis, la kératinisation du port libre, les maladies associées telles que le conjonctivo-chalasis, l'entropion, l'ectropion, afin d'améliorer la tonicité palpébrale. Donc, pour préserver la surface oculaire et pour traiter les problèmes de syndrome sec, on peut tout utiliser, même agir sur les paupières. On peut faire une intubation des glandes du humus afin de diminuer les symptômes et la greffe de membrane amniotique qui trouve maintenant un regain d'intérêt. Donc, on passe aux recommandations thérapeutiques. Les stades de sévérité clinique, selon les stades de sévérité clinique des dysfonctionnements de glandes de humus, on propose des algorithmes. Donc, on a les 4 stades 1, 2, 3 et 4, donc de altération minime jusqu'à altération sévère, et le stade plus disease, c'est-à-dire existence d'autres problèmes au niveau de la surface oculaire ou au niveau des paupières. Donc, ces stades, on voit les altérations sur le plan clinique, sur le plan fonctionnel et sur le plan complications cornéennes. Donc, selon ces stades, on va proposer des thérapeutiques qui sont, on commence toujours par l'information. On doit informer le patient sur sa pathologie, l'impact potentiel de l'alimentation sur l'influence de l'environnement professionnel ou domestique, sur l'évaporation lacrymale et sur la sécheresse provoquée par certains médicaments systémiques, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire, par exemple, le passage entre un environnement bien humide ou un environnement chaud, environnement froid. Donc, on doit toujours informer le patient sur cette pathologie. On pense à l'hygiène palpébrale. On a détaillé l'hygiène palpébrale, donc le chauffage et l'expression. On doit conseiller aux patients d'augmenter l'humidité ambiante, d'optimiser l'ergonomie de leur poste de travail et d'augmenter l'apport diététique en oméga 3. On instaure des mesures d'hygiène palpébrale avec chauffage des paupières au moins 4 minutes, 1 à 2 fois par jour, suivi par un massage modéré ferme à l'expression des sécrétions meibomiennes. Et dans les stades un peu plus avancés, donc on utilise toujours tous les conseils que je viens de détailler. On ajoute les substituts lacrymaux à usage fréquent, l'azithromycine topique d'une façon cyclique, des cures mensuelles, les lubrifiants et les émollients topiques en spray au liposome. On pense aux dérivés de la tétracycline sans éviter les risques et la hétérogénéité. Dans le stade 3, on peut ajouter aussi des anti-inflammatoires en fonction de l'indication. Dans le stade 4, on insiste surtout sur le traitement anti-inflammatoire associé aux autres thérapeutiques déjà cités. Et dans la maladie plus, c'est-à-dire lorsque c'est associé à une autre pathologie, donc une maladie spécifique survenant à n'importe quel stade et nécessitant un traitement spécifique, elles peuvent être la cause ou la conséquence du TGM ou une simple coïncidence, une simple association. Donc, poussée de la maladie inflammatoire, si la maladie, c'est la poussée de la maladie inflammatoire de la surface oculaire. On peut traiter par une corticothérapie légère selon l'indication. En cas de kératinisation de la muqueuse, on peut proposer des lentilles de contact pansement, c'est-à-dire des lentilles thérapeutiques, et au mieux des lentilles sclérales. En cas de kératite flectunulaire, on propose la corticothérapie. En cas d'atteinte palpébrale à type de trichiasis, on peut enlever ou on propose l'épilation des cils mal implantés et la cryothérapie. En cas de chalation, on peut de préférence exciser les chalazions avec le traitement médical corticoïde, de préférence n'est pas injectable. En cas de blépharite antérieure, on traite par des antibiotiques ou association antibiotiques corticoïdes topiques. En cas de blépharite adémodex, on a actuellement de plus en plus des moyens thérapeutiques
de la blépharétodimodex, les lingettes imbibées par l'huile d'arbre à thé et les shampoings et les médicaments qui peuvent nettoyer la paupière et les cils. Donc, on doit faire un traitement spécifique de la maladie. Donc, voilà les recommandations pour la prise en charge et le traitement du syndrome sec oculaire selon la pathologie associée, selon l'étiologie et selon la sévérité ou le grade. On a pratiquement sur ce tableau toutes les thérapeutiques proposées. Donc, je n'ai pas voulu détailler les autres les médicaments destinés aux pathologies générales. Comme je vous ai dit, c'est un traitement spécifique ou un traitement symptomatique pour la pathologie générale, mais ça n'empêche de traiter d'une façon rigoureuse la surface oculaire et surtout, n'oubliez pas d'accompagner vos patients. Parfois, c'est très difficile de traiter un syndrome sec oculaire et parfois, il y a une discordance entre les signes cliniques et les symptômes et les plaintes du patient. Donc, on doit croire au patient. Même si les signes sont minimes, il ne faut pas banaliser cette pathologie. Les patients qui en souffrent sont des patients qui trouvent leur qualité de vie très altérée et qui ont plein de soucis. Donc, il faut bien expliquer, informer et donner des contrôles réguliers pour vérifier l'observance thérapeutique. Je vous remercie. Yatik Saha, Dr Nachour. Une question. Oui. Exemple de le chat. Donc, exemple de sécrétagogue topique. فما هذاك يعطيوه les internistes le sulfa شكون يتفكر الاسم يتعطى عند لي لوبيك يظهر سي لي انترنيست كي لو مش احنا اي اسمه سلفا سلام حاجه هكا جي اوبلي لو نو توا سورتو توا لقيت هذا سلفاريم ولا حاجه هكا شو اسمه سلفاريم يظهر لي هكا جي اوبلي لو نو Mais هذاك في بالي هذاك le sécrétagogue qui est disponible. Voilà, donc هذاك خاطر il est donné par voie générale chez des patients اللي عندهم une symptomatologie générale اسمه sulfarlem. Donc تلقى la sécheresse oculaire, la sécheresse buccale, mais généralement c'est dans le cadre d'une maladie générale. D'accord. Oui, exactement. Juste une petite remarque par rapport au dispositif qui met les clous méatiques. Il y a les clous méatiques qu'on utilise dans le traitement de certains syndromes secs résistants. En fait, les clous méatiques, si on n'arrive pas à gérer ou à juguler l'inflammation de la surface oculaire et l'hyperosmolarité, le fait de mettre des clous méatiques, ça va aggraver le syndrome sec et les complications cornéennes. On va retenir des larmes devant une cornée qui est déjà altérée et ce sont des larmes qui sont remplies par les médiateurs de l'inflammation qui sont hyper osmolaires et ça va aggraver encore plus la symptomatologie. Donc, il faut traiter définitivement l'inflammation, avoir recours aux corticoïdes. D'ailleurs, si vous avez des patients avec un gouge rouge aux graines, les corticoïdes sont un traitement de choix, mais comme a dit Dr Nachour, ça doit être un traitement à courte durée, de petites cures de 7 jours maximum, avec des doses qui sont assez conséquentes, généralement 5 gouttes, 5 jours, c'est suffisant et ça donne des résultats, très très bons résultats. Voilà. Juste pour les clous myatiques, le problème, si on raisonne de façon mécanique, on a une hyposécrétion, on veut garder les larmes, c'est bien. Mais si on insiste sur la composante inflammatoire, sur l'hyperosmolarité, tout ce qui a été détaillé par Dr Lajmi, donc ce n'est pas un traitement qui va... Donc ça va aggraver les choses. Par contre, on peut garder ce réservoir de larmes grâce à la lentiscléra.
À la khadr, l'antisclérale, on peut changer le contenu de la lentille. Donc, à chaque fois, on a le physiol, on a les larmes artificielles sans conservateur. À chaque fois, pratiquement toutes les 4 à 6 heures, on change du réservoir l'antisclérale. Donc, il y aura le problème du coup. C'est ça le problème. Donc, je n'ai pas insisté à tout ce qui est très coûteux. J'insiste, à le niveau de la population, on insiste sur l'hygiène de vie, l'hygiène palpébrale, l'accompagnement du malade, l'information et l'écoute des patients. Le problème, il y a un patient presbyte, il a un problème d'amétropie et on néglige les autres le problème. Il a une gêne. Nos patients ne savent pas s'exprimer, ne savent pas vraiment donner, ça démange, ça pique, ça picote. Généralement, quand je suis gênée, mais ils n'expriment pas bien. Donc, généralement, les praticiens, on a une pathologie, on a un démala, on a une cataracte, on a la rétine, vraiment, au fond de la rétine, on s'acharne à trouver des solutions. Mais pour le syndrome sec et la surface, on néglige ça. On a tous tendance à négliger la surface oculaire. Et si on n'a pas les moyens de faire ça, les bandelettes chirmères, on n'a pas. Mais la moindre des choses, faire une bonne anamnèse, d'écouter les patients, d'avoir l'habitude de faire de remplir les questionnaires et de faire au moins le BRCA time et l'examen à la fluorséine et bien sûr traiter, même si c'est un problème qui n'est pas le problème, le motif principal du patient, de la consultation. Donc, on peut informer le patient qu'il a entre autres, avec sa cataracte, il a un syndrome sec. Et on n'a pas parlé des problèmes et des syndromes secs qui sont aggravés par la chirurgie, aggravés par les examens et par tout ce qui est iatrogénie. Et on va parler, par contre, et ça sera pour faire le passage au avant-dernier cours, l'atrogénie, la surface oculaire, les conservateurs. Donc, Dr Lejmi va nous parler des conservateurs et de la surface oculaire. Et donc, j'insiste sur le fait de ne pas négliger ces aspects. Surtout, informer, éduquer le patient, sensibiliser quant à la gravité de cette pathologie et surtout son impact sur la qualité de vie. Donc, je vous passe la parole, Dr Lejmi, conservateur et surface oculaire. Merci beaucoup, Dr Nachour. Donc, actuellement, on n'a pas vraiment le droit de faire un examen ophtalmologique sans passer par la surface oculaire. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez donner un traitement, c'est dans beaucoup de cas un traitement qui est conservé, et donc vous allez altérer encore plus votre surface oculaire. Pourquoi, en fait, on a besoin d'un conservateur dans un traitement qu'on va donner? En fait, les conservateurs, ils empêchent la contamination après la première ouverture du flacon, si on a un flacon multidose, par des agents infectieux. Donc, ces conservateurs existent partout, dans nos colliers anti-inflammatoires, anti-allergiques, antibiotiques, antiglaucomateux et dans les agents mouillants. Donc ici, en fait, ça ne sert à rien de mettre dans une ordonnance 3 ou 4 agents mouillants qui sous prétexte qu'on va aider, on va améliorer la surface de notre patient, alors que nous sommes en train d'altérer cette surface, même par des agents mouillants. Donc en fait, la famille la plus utilisée, c'est l'ammonium quaternaire, et le chef de file, c'est le chlorure de benzalconium. Et comment cette substance va agir comme conservateur, comment elle va empêcher la contamination? Eh bien, elle va altérer des membranes cellulaires des germes. Donc, ça va engendrer une lyse. Donc, imaginez ce que peut faire cette substance sur les cellules de notre surface oculaire, sachant que c'est ça son effet, justement, ou son mécanisme d'action sur les germes. Donc, ces conservateurs vont provoquer une véritable maladie de surface oculaire. On s'en fout, peut-être que le patient il a quelque chose encore plus grave comme une démêla, mais un glaucome. Mais finalement, il faut savoir que cette altération de la surface oculaire peut être un facteur de mauvaise observance thérapeutique. Donc finalement, ça va affecter vos résultats thérapeutiques. Et dans 38% de cas de patients glaucomateux,
ces problèmes de surface oculaire dus aux conservateurs sont responsables des modifications de choix thérapeutiques. Donc, ce n'est pas rien. En plus, en matière de lentilles de contact, quand vous avez un patient qui va porter une lentille, on a redit que les lentilles de contact vont déstabiliser ce film lacrymal. En plus, ces différents conservateurs, comme on va voir donc dans le dernier séminaire, peuvent altérer les biomatériaux de la lentille de contact. Alors, chez tout patient qu'on va traiter, il faut guetter les facteurs de risque de syndrome sec et d'altération de la surface oculaire. Si vous allez donner un traitement au long cours, si vous allez associer plusieurs molécules, donc essayez au maximum d'alléger vos ordonnances et de donner des prescriptions qui sont pertinentes. Donc, ça va faire un gain matériel, donc d'argent, mais également un gain en surface oculaire. Si vous avez des patients qui sont des sujets âgés, donc qui ont déjà potentiellement un syndrome sec, et si vous allez bien évidemment prescrire des médicaments conservés, en l'occurrence des flacons multidoses. Donc, et ça va encore une fois altérer la qualité de vie du patient, engendrer une malobservance. Alors, quels sont les mécanismes d'action du conservateur? Il y a dans un premier temps le mécanisme immunologique, les réactions d'hypersensibilité aiguë ou surtout retardée de type 4. Et si vous avez donc cette hypersensibilité retardée, vous allez avoir essentiellement des manifestations palpébrales. Donc les manifestations palpébrales que vous allez voir sur vos patients sont en rapport avec l'hypersensibilité de type 4. Donc on va avoir des blépharies, de l'œdème palpébral, de l'eczéma, de l'hyperémie, du larmoiement, etc. Deuxième mécanisme, c'est le mécanisme toxique direct. Malheureusement, la diapo fait une animation. Donc, le mécanisme toxique peut être direct. Donc, c'est un effet cystotoxique pur. Et je vous ai dit que le BAC, il va engendrer une lyse des membranes cellulaires pour les germes. Il va faire la même chose, en fait, au niveau de la cornée et au niveau de la conjonctive. Et également un mécanisme indirect en modifiant la flore microbienne conjonctivo-palpébrale, en ayant un effet détergent sur la face lipidique du film lacrymal. Donc, vous allez avoir un excès d'évaporation du film lacrymal et également une obstruction des voies lacrymales par un phénomène inflammatoire. Donc, voilà les effets donc, illustrés. Tout ce qui est donc en vert, ce sont des altérations donc, au niveau des cellules épithéliales donc, cornéennes. Vous voyez que ces altérations en fait, deviennent de plus en plus importantes dans des collyres conservés avec des concentrations plus importantes en BAC. Et dans tous les cas, vous allez avoir une nécrose des cellules cornéo-conjonctivales. Un autre mécanisme, c'est le mécanisme inflammatoire. Et on vous a dit déjà que toutes les altérations de la surface oculaire sont dues justement à ce mécanisme inflammatoire. Donc, ça va agir au niveau des cellules de la conjonctive. Ça va augmenter l'infiltration conjonctivale par les cellules inflammatoires et par les fibroblastes, qui n'ont pas en effet donc, droit d'être localisés au niveau de ce tissu. Vous allez avoir une action pro-inflammatoire et une action de fibrose, y compris la fibrose de la capsule de Tenant. Et en fait, ce sont des tissus dont on a besoin dans certaines chirurgies, comme la chirurgie du glaucome. Donc, ça ne sert à rien en fait d'accumuler les anti-glaucomateux chez un sujet donc glaucomateux qui est déséquilibré et chez qui vous allez faire une chirurgie filtrante parce que vous allez avoir une altération donc des tissus que vous allez utiliser. En plus, ça va altérer la barrière épithéliale et remarque très importante encore plus pour ces glaucomateux, c'est que ces altérations épithéliales vont exister même au niveau du trabécule. On a remarqué ça essentiellement avec les bêta-bloquants conservés. Et puis, il y a une altération de la sensibilité cornéenne puisqu'il y a une action directe sur les plexus nerveux cornéens. On va avoir un blocage des canaux calciques à la surface de l'axone, une mauvaise transmission donc de l'influx nerveux et une raréfaction des filets nerveux, comme vous voyez. Donc, la différence avec des patients sous antiglaucomateux sans conservateur et les filets nerveux des patients donc glaucomateux utilisant donc des antiglaucomateux avec conservateur. Donc, quelles sont les conséquences? Bien sûr, ce sont les signes fonctionnels, le syndrome irritatif. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas négliger ces signes-là parce que vous savez très bien qu'un sujet, par exemple glaucomateux, il ne voit pas en fait voir l'intérêt de son traitement puisque le glaucome donc, est une pathologie asymptomatique jusqu'au stade terminal et que le patient il va utiliser un traitement qu'il ne voit pas ou qui ne reconnaît pas l'intérêt
de ce traitement. Donc, s'il développe encore un syndrome irritatif, ben, c'est très facile d'arrêter donc le traitement. On m'a dit à la consultation, il va vous mentir, il va vous dire que j'ai un stylet. Et puis, si on fait un interrogatoire un peu plus policier et on pousse un peu, et ben, vous allez avoir donc les problèmes de malobservance qui sortent. Donc, les signes cliniques, vous allez avoir des conjonctivites allergiques, comme on a vu, l'eczéma de contact, le syndrome sec qu'on a vu en long et en large, les kératoconjonctivites, et qui vont aboutir finalement à des manifestations donc chroniques et sévères, à savoir des ulcères de cornée, des fibroses conjonctivales, de la néovascularisation cornéenne. Et comme vous allez deviner, ce sont donc des patients qui sont de mauvais candidats à un équipement en lentille de contact, par exemple. Donc, encore plus, il faut identifier les sujets à risque, toujours par un interrogatoire minutieux, l'âge avancé, la durée d'évolution du glaucome, éventuellement sein glaucomateux, le nombre et le type de molécules utilisées, la présence du BAC, donc plutôt mobile comme isocotaf, les différents traitements que vous allez prescrire et faire un examen systématique, donc structure par structure, comme on a vu donc tout à l'heure, Docteur le Lajmi, Schirmer. Oui. سامحني اليابون ne passe pas là. Allez, ça va, خاطر عديت plein écran, نرجع. Donc هكا c'est bon. ولا نرجع للآخرين. D'accord. كاين c'est bon c'est bon. نعرفش كي تحبوا ترجعوا لي. هذوما شفتوهم لي ديابو. اي من الديابو هذه. Voilà. Donc ça c'est la diapo des signes cliniques. Voilà, donc les signes fonctionnels et les signes physiques on va trouver au niveau de l'examen ophtalmologique. L'identification des sujets à risque, que ce soit par l'interrogatoire que par l'examen donc complet de la surface oculaire. Et finalement, quelles sont les solutions? Alors les solutions actuellement, on les connaît parce que les gens s'intéressent plus à la surface oculaire. Donc c'est les collyres non conservés, donc les ophtalmoses, donc les unidoses, qui ont montré donc leur intérêt dans les études in vitro avec moins d'apoptose cellulaire. Donc comme vous voyez ici, donc on a des sujets contrôle qui ont une cornée, une conjonctive et un limbe donc, qui est normal. Donc pardon, ce sont des souris, ce n'est pas des humains. Alors les différentes concentrations du BAC, vous voyez les altérations cornéennes et limbiques. Et si on utilise les unidoses, comment il y a eu une restitution ad intégrome de l'épithélium donc cornéen, la réduction de la concentration en cellules inflammatoires. Donc on retrouve également cet intérêt dans les signes fonctionnels et les signes cliniques, puisque dans toutes les études qui ont été menées sur les ophtalmoses, il y a une amélioration significative des signes fonctionnels et des signes ophtalmologiques. Donc on peut opter pour d'autres types de conservateurs éventuellement, comme le polyquat, qui est un conservateur polycationique qui est moins toxique pour la surface oculaire, le purite ou le Zofzia qui existe sur certains donc, types de médicaments, de solutions. Diminuer le nombre de collyres, et je reviens encore plus sur des prescriptions abusives, même d'agents mouillants, surtout si ces agents mouillants sont conservés. Heureusement qu'il existe de plus en plus de molécules sans conservateur ou molécules donc unidoses, mais il ne faut pas accumuler les médicaments. Et le traitement, bien sûr, de la pathologie de la surface oculaire. Donc, pour des patients qui vont être mis sous traitement au long cours, pour des sujets qui sont exposés, si vous allez donner un traitement antibiotique, anti-inflammatoire, antiglaucomateux ou autre, vous devez ajouter systématiquement un agent mouillant, préférez donc l'acide hyaluronique. Et d'ailleurs, en fait, ça va, comme je vous ai dit, améliorer les signes fonctionnels, les signes cliniques, mais un clin d'œil également pour les sujets glaucomateux. En fait, le fait de bien lubrifier la surface oculaire va améliorer même les paramètres de vos champs visuels que vous allez réaliser. Par conséquent, ça va optimiser votre jugement. Donc, et puis, des perspectives d'avenir, des tentatives de retrouver d'autres voies d'administration des médicaments qui permettent de court-circuiter la surface oculaire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant les conservateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Non? يعطيك الصحة دكتور لجمي
c'est toujours intéressant d'insister sur les problèmes des conservateurs. Surtout, on va voir en association avec le port de lentilles de contact. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'on peut passer à la La présentation? dernière présentation. Oui. Donc, Computer Vision Sandra, Haka, Dr. Lajmi, aspect clinique et prise en charge. Alors, Eh bien, c'est une nouveauté aussi. nouveauté pour vous et pour moi également. En fait, c'est une notion qui est récente. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, ça va. Voilà. Donc, c'est une notion qui est récente. Ah, on ne la connaît pas, mais apparemment, dans certains pays, ça a été classé comme problème de santé publique. Tellement c'est fréquent, tellement c'est gênant, et ça motive quand même des consultations aussi bien en ophtalmologie qu'en neurologie. Donc, c'est parce que ça occasionne beaucoup des céphalées. Alors, c'est quoi en fait? C'est une association de troubles. Troubles visuels, oculaires, musculo-squelettiques, qui résultent de l'exposition prolongée aux écrans. Donc, c'est assez fréquent parce que ça renferme, ça intéresse 60 à 90% des utilisateurs réguliers d'ordinateurs. Donc, certainement, il y en a parmi vous qui connaissent ce syndrome ou au moins ils vont reconnaître un peu la symptomatologie. Pourquoi on peut avoir ces manifestations ou cette gêne? Parce que ça dépend d'une exposition plus grande de la surface oculaire. La position des yeux par rapport à l'écran va entraîner une augmentation de l'ouverture de la fente palpébrale, essentiellement si le niveau de la lecture est plus élevé que celui de l'œil, comme vous voyez ici. Donc vous allez me dire que généralement, on met l'ordinateur l'autre ou l'autre. Ça aggrave encore la situation puisque ça va engendrer des altérations musculo-squelettiques et ça va majorer les céphalées. Donc la position de l'ordinateur doit être strictement devant vous et ou légèrement, donc un peu plus basse. Donc retenir ici que une plus grande exposition de la surface oculaire va engendrer une augmentation de l'évaporation, un amincissement des couches lipidiques et muciniques et parfois, par conséquent, procurer un syndrome sec. Deuxième élément, c'est les altérations du clignement. Donc, lorsqu'on va porter un intérêt et on va se concentrer sur un écran d'ordinateur, on va noter qu'il y a une diminution du nombre de clignements et qu'il y a également un clignement incomplet. Donc, ceci sera d'autant plus important qu'on aura une fixation prolongée, une difficulté du travail sur l'écran. Si vous avez donc un caractère d'écran qui est petit ou vous avez donc un écran qui est flou, on va avoir une diminution de la fréquence du clignement qui va encore plus engendrer une instabilité du film lacrymal, une augmentation de l'évaporation et une sécheresse oculaire. Heureusement qu'il y a les mécanismes de défense. Donc, au bout à peu près d'1h30 de temps, vous allez avoir une augmentation quand même donc, de la fréquence de clignement, mais qui va rester toujours un clignement incomplet et non efficace. L'influence de l'éclairage. Donc, troisième élément, c'est lorsque l'éclairage est bas, on va avoir plus de difficultés de lecture, donc plus de concentration, donc une fréquence plus basse de clignement et une augmentation du dessèchement avec l'aggravation des symptômes. Donc, trois éléments, une exposition d'une plus grande surface, diminution de la fréquence du clignement qui est incomplet, insuffisance de l'éclairage. En plus, on a noté chez les utilisateurs d'ordinateur une perte, une altération de l'amplitude de l'accommodation ou des difficultés de relâchement de l'effort accommodatif. En plus de ça, vous allez avoir ce tableau qui résume un nombre très important de facteurs surajoutés. Par exemple, des vices de réfraction qui sont mal corrigés, des allergies, un syndrome sec préexistant et surtout un port de lentilles de contact qui va aggraver encore plus la situation. Si vous avez également de mauvaises conditions environnementales et ergonomiques, à savoir le problème d'aménagement du poste de travail, les problèmes d'éclairage, mais également la ventilation, le chauffage. Et finalement, l'état général et les facteurs psychologiques, parce qu'a priori, ce seraient plus les femmes
qui auront plus de symptomatologie. Quels sont les signes fonctionnels? Donc, essentiellement des femmes, un travail soutenu de plus de 2 heures. À partir de ce moment-là, vous allez avoir l'association de signes visuels, donc vision trouble, une diplopie, des difficultés de fixation. Et donc, par conséquent, ici, c'est dû à la décompensation des efforts donc d'accommodation. Des signes oculaires, douleur, sécheresse, brûlure, lourdeur, donc tous les signes de sécheresse oculaire, mais en plus les céphalées et les problèmes, donc les douleurs du cou et également les douleurs du dos. Et on connaît, nous, les ophtalmologistes, beaucoup de ces signes-là sur lesquels on va mettre donc le terme asthénopie, mais en fait, ce sont des signes qui font partie d'un syndrome qui est beaucoup plus important et vous avez donc les éléments ou l'élément donc en cause. Cliniquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une hyperémie limbique et une hyperémie conjonctivale. On va avoir une altération du brêle-captain. Donc, vous allez avoir ici une instabilité du film lacrymal. Vous allez avoir également une diminution de la sécrétion lacrymale. Donc, une association entre un syndrome sec qualitatif et quantitatif. En plus, si vous avez des patients qui ont déjà un syndrome sec, ça va le décompenser. Encore. Donc, on a démontré un lien significatif entre le travail sur l'écran et les signes de rosacée. Donc, classiquement, vous allez avoir des sujets jeunes qui vont consulter pour des signes de rosacée avec des blepharites qui sont sévères, avec parfois des sécrétions, et ça ne s'améliore pas. Donc, ça ne répond à aucun traitement, ni antibiotique, ni agent mouillant, et il suffit d'arrêter l'exposition aux ordinateurs qu'on a significativement une amélioration, voire une disparition de la symptomatologie. Alors, avec les porteurs de lentilles de contact, la fréquence, elle sera beaucoup plus importante. Les lentilles souples seront éventuellement les types de lentilles les plus concernés. Ce sont des sujets qui vont se plaindre de sécheresse oculaire, de rougeur, de vision floue, essentiellement en fin d'après-midi, et par conséquent, ça va être responsable d'un confort, voire, chez certains, l'abandon du port de lentilles de contact. Donc, il faut savoir, en fait, repérer ce facteur de risque. Et j'insiste encore sur le rôle des conditions environnementales, l'humidité dont vous a parlé Dr Gnarchou, le chauffage, la climatisation, dans le dessèchement des lentilles, l'inconfort et l'abandon du port. Quelles sont les caractéristiques qui seraient les plus concernées? Donc, on avait vu les lentilles souples, essentiellement en hydrogel plus qu'en silicone hydrogel. Ça va dépendre également des caractéristiques de la lentille que vous devez connaître, la perméabilité en oxygène, la tendance à accumuler les dépôts protidiques, on va les voir dans les prochains cours, les surfaces de lentilles qui sont hautement hydrophobes et un haut module d'élasticité. Et l'utilisation de solutions multifonctions qui contiennent beaucoup de conservateurs peuvent aggraver la situation. Alors, quelles sont les solutions? Que faire? Il faut résoudre des problèmes environnementaux et ergonomiques. Et je vous ai dit que ce syndrome-là, il a été reconnu dans certains pays comme étant un problème de santé publique. Et par conséquent, en Espagne, par exemple, il y a un décret, donc sur le rôle ou sur les paramètres ergonomiques qu'il faut respecter dans les bureaux. D'accord? Donc, tous les bureaux, dans tous les postes de travail, doivent respecter ces paramètres. Une température entre 17 et 25 degrés et une humidité entre 30% et 70%. Donc, il faut maintenir des systèmes de climatisation et de chauffage respectables, éviter la fumée, aérer, un éclairage correct et éviter les reflets des fenêtres et les éclairages au plafond. Organiser le travail et les tâches correspondantes, il faut faire des pauses, alterner les différentes tâches visuelles et changer de position. Et ici, on va ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on vous a parlé de myopie, d'accord? Donc, parmi les éléments qui sont de plus en plus incriminés dans l'apparition de la myopie chez nos enfants, c'est le travail sur écran. Donc, il faut également aménager le poste de travail, chaise ergonomique, écran situé en position légèrement basse, pas beaucoup,
Les filtres anti-reflets, malheureusement, n'ont pas montré leur efficacité et amélioré la résolution et le contraste. La correction optique, donc ce sont des patients qui doivent avoir un examen ophtalmologique complet, donc évaluation de l'acuité visuelle de loin et de près, sans et avec correction, éventuellement réaliser un bilan orthoptique. Si ce sont des porteurs de lentilles de contact et qu'ils ont acheté les lentilles chez un opticien, il faut revoir l'adaptation de cette lentille, est-ce qu'elle est adéquate ou pas. Corriger une pathologie préexistante si vous avez des allergies ou une sécheresse donc oculaire et vérifier l'état général, c'est-à-dire si on ne va pas avoir d'amélioration malgré tout ça, peut-être qu'il y a un problème auto-immun sous-jacent. Donc, les traitements en cours, comme vous a dit Dr Bnachour, il faut rechercher dans l'historique du patient la prise de médicaments qui interfèrent avec la surface oculaire, et on aura donc sur ça un cours sur l'interaction entre médicaments, surface oculaire et lentilles de contact. Donc il y a beaucoup de médicaments qui sont incriminés, et ici donc j'attire votre attention sur le traitement anti-acnéique qui est contre-indiqué chez les porteurs de lentilles de contact. Il faut prescrire les agents mouillants. Donc, ce sont des sujets qui doivent garder un flacon près d'eux. Donc, c'est l'intérêt de l'utilisation donc, des formes ophtalmose. Donc, c'est plus facile d'apporter dans le bureau, sans conservateur, réduire quand même la viscosité. Les exercices de clignement n'ont pas montré leur intérêt. Et actuellement, il existe sur le marché certaines lentilles dites Ophthalmic Screen Relax Technology qui seraient un peu plus efficaces et un peu plus confortables pour les travailleurs sur écran, mais ça n'a pas montré donc son efficacité comme technologie. Donc, en conclusion, les quelques messages que vous allez retenir, c'est une pathologie qui est responsable d'un stress répétitif. La symptomatologie, c'est une symptomatologie de syndrome sec, parfois une rosacée. Et lorsque le patient ne s'améliore pas avec votre traitement, il faut aller identifier ces différents facteurs de risque par l'interrogatoire. Je vous remercie. Merci, Dr Lajmi. C'est intéressant quand même. Pour nous, avant les malades, avant nos malades. Pour les malades également, parce que moi, je vois de plus en plus de sujets jeunes qui ont des blépharites résistantes au traitement. Oh, certainement, il y a des sujets, Dr Lajmi, qui sont pratiquement toute la journée. Je parle pour le syndrome, on n'est pas vraiment exposé aux écrans, mais par contre, peut-être les lampes à forte, les microscopes, les lasers. Peut-être c'est ça plutôt que... C'est pratiquement la même position et encore une position plus vicieuse. Par contre... C'est la maladie des informaticiens. Oui, par contre, pour les informaticiens et pour les jeunes, pour les gens qui travaillent sur écran, dont les Instagrammeurs et les YouTubeurs et autres, les informaticiens. C'est le professionnel, c'est généralement des professionnels parce que ça demande un effort important quand même de concentration pour avoir cette symptomatologie. Juste une question. Sur le plan médecine de travail, des patients, ils veulent avoir des exemptions par rapport au travail sur écran. Est-ce que si on retient le diagnostic du Computer Vision Syndrome, est-ce que c'est légitime de faire en dehors des thérapeutiques et des recommandations et de la bonne hygiène de vie et de tout ce qui est ergonomie, est-ce qu'on peut faire un changement de poste ou un reclassement professionnel où on propose c'est une parce que c'est vraiment excessive là. C'est pas malheureusement c'est pas reconnu par la législation. Et le décret en Espagne, il est sorti en 2017. معناها الامور القانونيه l'humidité يلزمها من إليه la température من إليه et ça معناتها ce sont des normes qui existent sur tous les postes de travail معناها في الادارات الكل نتاعهم.
Pour moi, c'était une découverte. J'ai eu du mal à digérer de telles décisions. Tellement on a des problèmes, on ne reconnaît pas des trucs pareils. Mais ça existe. Et comme je vous ai dit, ça devient un problème de santé publique. احنا ما عندناش législation. Donc, je t'amène le reclassement professionnel. Sur quelle base? شنو هذا le syndrome اللي جاي تحكي لي عليه معناها. Donc, peut-être c'est ça. Ils doivent هما ساعة. Ils doivent être prendre, si vous voulez, connaissance de ce problème, faire de la bibliographie, voir ce que les autres font, on va copier. Mais pour le moment, c'est notre rôle là, en tant qu'ophtalmologiste de sensibiliser. On ne fait pas la demande, on ne fait pas de statistiques. Les médecins de travail, ils ont plein de problèmes. À Covid, c'est récent, mais la législation a changé. Oui. Donc, si ça s'avère un problème vraiment qui est très fréquent, la prévalence est de plus en plus importante et ça retentit sur plusieurs, sur le plan professionnel, social ou peut-être bien-être ou psychologique. Donc, on peut sensibiliser nos collègues. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça tombe bien de reporter les 3 cours. Pratiquement, on est à 12h43 minutes. Donc, نعرفش كاين فما des questions sur toute la matinée ولا tout le séminaire. خلينا نسمعوا أصواتكم. Vous êtes encore là? Théoriquement. Mais s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut clôturer? Oui, bien sûr, et le rappeler, Inch'Allah, qu'on va essayer de faire un deuxième séminaire, Inch'Allah, pour avancer un peu. Sinon, ils ont reçu normalement les cours de premier et de deuxième séminaire. Un seul cours, je n'ai pas eu de l'enseignant en question. Et puis pour ce séminaire-là, vous allez avoir les cours, préparez vos questions si vous voulez pour la prochaine fois. Et voilà. Il y a Dr Turki. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour tous les candidats. Yatikum Saha. Donc c'est un CEC actuellement, il est en mode hybride, présentiel et à distance. On aura besoin de votre feedback concernant le séminaire, puisque c'est un séminaire qui est conçu pour la première fois dans notre, je crois, 7e édition. Donc, c'est un premier séminaire de surface oculaire. On aura besoin vraiment de votre feedback pour pouvoir faire des rectifications, améliorer quelques cours, point de vue timing ou autre, ou précision, ou détail, ou autre. Et on n'a pas insisté sur tout ce qui est lentille de contact, car ça fera l'objectif de plusieurs cours dans d'autres prochains séminaires. J'espère que ça s'est bien passé. Vos questions seront possibles et seront la bienvenue durant tout le déroulement de CEC. Dans les autres séminaires, vous pouvez poser les questions sur des séminaires passés. Inch'Allah, Ramadankum mabrouk. Merci, Dr Lajmi. Merci beaucoup. Les remarques, تنجم par mail. ولا تقولهم لنا توا. Oui, pourquoi pas. Il y a des remarques توا, mais c'est sinon par mail. Juste le temps nécessaire de revoir les cours calmement et pertinemment. D'accord. Voilà. Mais Inch'Allah, on va comme les cours dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Bonne journée, bon Ramadan. Inch'Allah, kol aam wa antum bkhir. Merci beaucoup.
Slema.